Voici les résultats des sociétés que l'on a pu avoir pour la semaine du 24 avril. Comme tu peux le voir, il y a eu des gros noms qui ont publié leurs résultats pour le premier trimestre 2023 avec Coca-Cola, McDonald's, Microsoft, Google et j'en passe. Dans cette vidéo, on va d'abord s'intéresser à 3 résultats en particulier qui ont été publiés dans la journée de mardi, puis dans les prochains jours, je sortirai une autre vidéo sur d'autres résultats. Si tu souhaites que je fasse une analyse en particulier, je t'invite à me dire sur quelles actions dans les commentaires. On commence avec la première action et c'est Microsoft. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Microsoft il y a quelques mois où justement j'analysais son dernier trimestre 2022 et où je disais que Microsoft avait de bons résultats malgré ce que tout le monde pensait et que je n'avais pas peur pour le futur. Si des personnes m'ont fait confiance à ce moment-là, eh bien joué à vous puisque comme tu peux le voir, l'action était en chute à 235 $ au moment de la vidéo en décembre et aujourd'hui dans les 300 $. Je t'invite à t'abonner si tu veux en savoir plus sur comment investir et regarde les vidéos jusqu'au bout pour ne rater aucune de mes explications. Comme tu peux le voir, la valeur de l'action Microsoft a fait plus 8% le 26 avril, soit le lendemain de la publication des résultats. Mais pourquoi? Déjà dès le début, on peut voir encore une fois Microsoft afficher des résultats solides. Le chiffre d'affaires est en croissance de 7% et 10% sans prendre en compte le taux de change qui affecte les chiffres à l'international. Les revenus d'exploitation augmentent de 10% et on va y retourner car comme tu le vois, la croissance des revenus d'exploitation est plus élevée que la croissance du chiffre d'affaires avec une croissance à quasi 10% par rapport à 7% pour les revenus. Et il y a une bonne explication à cela. Le résultat net qui est en croissance de 9% et le bénéfice par action en croissance de 10%. Grosso modo, tout va pour le mieux chez Microsoft malgré un contexte économique compliqué actuellement, mais qui pourtant s'en sort mieux que la concurrence. Si on regarde plus en détail, Microsoft Cloud est en croissance de 25% par rapport à l'année dernière. La suite Office 365 est en croissance de 18% après une croissance de 11% sur les 2 derniers trimestres. Donc très positif. Dynamics 365 en croissance de 29% et Azure qui est en croissance de 31%, une croissance forte et c'est un point extrêmement important en ce moment avec tout ce qui se passe autour de l'IA. Des chiffres globalement solides qui montrent la force de Microsoft. De 1, le pricing power, puisque malgré le contexte actuel qui pousse les entreprises à réduire leurs coûts et qui passe aussi par le licenciement des salariés, touche forcément Microsoft dont la majeure partie des revenus proviennent du B2B. Et oui, parce qu'il faut savoir que Microsoft possède de nombreuses licences, dont celles que je viens d'énoncer, pour lesquelles les sociétés payent et qui sont limitées par le nombre de personnes. Donc avec tous les licenciements en ce moment, il y a moins de salariés, donc les entreprises ont besoin de moins de licences, que ce soit pour Excel, Word ou autre. Mais pourtant, comme tu le vois, quasiment chacune des lignes montre une croissance forte et Microsoft arrive tout de même à croître ses revenus. Et ceci me permet d'en venir au deuxième point, le système de Microsoft a généré du chiffre d'affaires. Microsoft a une suite de produits et services qui lui permet de percevoir des revenus de manière récurrente. Et c'est un système très lucratif et pérenne pour le long terme. C'est ce qui lui permet de toujours être autant efficace au fil des années. On passe maintenant au compte de résultats pour justement te montrer à quel point Microsoft est doué pour gérer ses coûts. Tu te souviens au début, je t'ai dit que les revenus d'exploitation, donc operating income, croient plus vite que les revenus, donc le chiffre d'affaires. Eh bien, c'est dû à la bonne gestion des coûts. Depuis plusieurs mois, tu as dû voir des sociétés avec une baisse du chiffre d'affaires ou des marges qui diminuent, car les coûts liés à son activité ont fortement augmenté. Eh bien, c'est là que je vois que Microsoft est très forte, puisque le cost of revenue, donc coût de revenu, reste quasiment identique à la même période il y a un an. Et aussi, les coûts liés au sales and marketing, donc tout ce qui est publicité et com dans le but de vendre, a carrément diminué et pourtant cela n'a pas empêché Microsoft d'augmenter son chiffre d'affaires d'une année à l'autre sur ce premier trimestre 2023. C'est ce qui fait en grande partie le fait que le résultat net et le bénéfice par action ont dépassé les attentes. Et en regardant la balance, on se rend compte que sur les dernières années, Microsoft a tendance à réduire ses dettes, ce qui est un excellent point. On passe de 77 milliards au plus haut en 2018 à 58 milliards en 2022. Si on met le cash à court terme en comparaison, on se rend compte que Microsoft a suffisamment de liquidités pour éradiquer la totalité de ses dettes à long terme et disposerait encore du double en cash, ce qui est exceptionnel et montre un management extrêmement efficace. Et enfin, le point le plus important, le free cash flow, qui comme tu le vois ne cesse d'augmenter pour atteindre 65 milliards en 2022. On passe maintenant à Visa rapidement avant de s'attarder sur la dernière action qui est clairement un géant et en situation de monopole, mais qui pourtant est actuellement en difficulté. Reste bien jusqu'à la fin. Concernant Visa, elle a battu la top line et la bottom line. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Visa a battu les estimations du consensus, donc elle a affiché des meilleurs résultats que prévu. Sur le chiffre d'affaires, qui est la top line, car c'est la première ligne du compte de résultat, et le bénéfice par action, donc l'EPS, qui est la bottom line, c'est-à-dire la dernière ligne du compte de résultat. Un trimestre très solide pour cette société. Chiffre d'affaires net en hausse de 11%, un résultat net en hausse de 17%. Donc tout comme Microsoft, rien qu'avec ces deux lignes, on peut déjà voir que Visa est une excellente société avec un business très puissant. Un résultat net avec une croissance supérieure au chiffre d'affaires montre que Visa gère très bien ses coûts et on va le voir juste après quand on va se rendre sur le compte de résultat. Et enfin, le bénéfice par action avec 2,09 $ en hausse de 17%.
Des chiffres très convaincants. Les clés de ce succès pour ce trimestre, comme le cite ce rapport, le volume de paiement qui a augmenté de 10% alors que c'était de 7% le trimestre précédent. Donc malgré l'inflation et les difficultés économiques des ménages, on nous montre ici que les foyers n'arrêtent pas de vivre pour autant et utilisent leur CB même plus qu'avant. Le volume de paiement à l'international, n'incluant pas l'Europe, est en hausse de 32%. Donc le secteur international et notamment les pays émergents qui grandissent à une vitesse phénoménale et c'est donc un très bon point pour Visa. Passons maintenant au compte de résultats comme je te l'ai dit juste avant. Et là où je voulais en venir sur la bonne gestion des coûts, c'est que tout comme Microsoft, Visa arrive à générer bien plus d'argent qu'elle en dépense pour croître ses revenus. Déjà, les dépenses d'activité qui sont quasi identiques, passant de 2,387 milliards de dollars à 2,649 milliards de dollars. C'est grâce à cette faible augmentation des coûts que la profitabilité s'améliore. Puis, on voit que pour seulement 262 millions de dollars en plus dans les coûts, Visa génère quasiment le triple, soit 796 millions de dollars de chiffre d'affaires en plus. On comprend tout de suite le business incroyable qu'est Visa, avec une marge brute d'environ 60%. Très peu de sociétés peuvent bénéficier d'une telle marge. On peut même placer Visa en situation de monopole ou duopole en prenant en compte Mastercard. Un trimestre qui est aussi impressionnant pour Visa, une action à détenir dans son portefeuille selon moi, néanmoins, je trouve l'action un peu élevée aujourd'hui avec un rendement de dividende inférieur à 1%. À suivre. Enfin, on va passer à la dernière action que l'on va analyser. Mais juste avant, si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu trouves mon contenu intéressant et que tu as envie d'apprendre à investir de la bonne façon. Alors je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner pour en apprendre davantage. Donc cette dernière action que l'on va analyser, c'est Google. Dans le rapport, on peut lire deux notes très importantes dès le début et je vais t'expliquer pourquoi quand on arrivera au moment voulu. Et tu comprendras pourquoi c'est important de savoir lire entre les lignes. Je le fais en français. Ici, on peut lire, je cite, une réduction de 988 millions de dollars de la charge d'amortissement due à la modification de la durée de vie utile estimée de nos serveurs et certains équipements réseau. En plus simple, et comme expliqué plus bas dans le rapport si tu veux le lire, ils ont réévalué la durée de vie de leurs serveurs et équipements de réseau et ajusté la durée de vie estimée de leur serveur de 4 à 6 ans. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien simplement que les amortissements qui sont des charges et qui augmentent les dépenses en général seront réduites. Donc moins de dépenses et plus de profitabilité. Mais en réalité, les dépenses ne sont pas réduites, simplement étalées sur plusieurs années et donc le montant total étant divisé par un plus grand nombre donne la fausse impression d'une réduction des dépenses sur l'année. Très grossièrement et très vulgairement, on peut appeler ça de la triche entre guillemets pour donner une meilleure image au résultat. De même, avec la note juste en dessous, je cite, un changement dans le calendrier de nos attributions annuelles de rémunération à base d'actions aux employés, ce qui entraîne relativement moins la charge de rémunération à base d'actions comptabilisées au premier trimestre par rapport au trimestre restant de l'année. Là aussi, pour faire simple, il y a eu un changement de date dans l'attribution des rémunérations à base d'actions aux salariés, ce qui fait qu'encore une fois, il y a moins de dépenses, mais seulement pour ce trimestre. Et par conséquent, vient booster le résultat net ainsi que le bénéfice par action et aussi le free cash flow qui est l'un des paramètres les plus importants pour l'évaluation d'une société. Donc des ajustements comptables dans le but d'améliorer certains résultats du rapport publié pour ce trimestre. Sont maintenant aux résultats. Ici, on peut voir une croissance du chiffre d'affaires de seulement 3% et 6% en constant currency. Donc une croissance plutôt faible et surtout inférieure à l'inflation comparée à Microsoft. C'est plutôt délicat dans le cadre d'une société comme Google qui est clairement en situation de monopole. La marge brute d'exploitation passe de 30% à 25%. Une baisse notable que l'on ne veut vraiment pas voir, surtout avec une société qui fait partie des GAFA comme Google et qui est censée avoir un pricing power puissant et pouvoir mieux contrôler ses coûts. Un résultat net et un bénéfice par action en déclin malgré les ajustements comptable mise en place justement pour sauver un peu les apparences comme je l'ai expliqué. YouTube Ads est lui aussi toujours en déclin pour un énième trimestre. Par contre, le secteur cloud qui passe de 5,8 milliards de dollars à 7,4 milliards de dollars est l'un des seuls points positifs. Et en plus, ce segment devient enfin profitable. En 2022, Google Cloud perdait de l'argent, comme les années précédentes. Mais pour ce trimestre, Google Cloud passe enfin dans le vert avec plus 191 millions de dollars en profit. C'est là où ça devient intéressant de savoir lire entre les lignes, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ici, tu peux croire que c'est un point positif, mais en réalité, Google Cloud devient profitable sur le papier seulement grâce à la réévaluation des amortissements et des dépréciations. Comme je l'ai expliqué, cela a permis d'étaler sur la durée le montant de ces dernières. Par conséquent, les dépenses liées à ces amortissements sont moindres, donc la profitabilité augmente. Et comme par magie, Google Cloud passe du négatif au positif. Néanmoins, il n'empêche que ce secteur continue d'évoluer dans le bon sens et c'est le plus important. Pour synthétiser, pour Google, croissance assez faible, marge qui diminue de 30% à 25% et une charge de personnel toujours élevée. Néanmoins, je pense que Google reste une très bonne société et une bonne action dans laquelle investir sur le long terme. Il ne faut pas s'attendre à grand chose selon moi sur les 8 à 12 mois à venir. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve pour le prochain épisode.